Donc, ce fameux film dont tout le monde parle en 3D, et que vous considérez comme un peu révolutionnaire dans le sens où aujourd'hui c'est plutôt le contenu numérique qui donne du corps au film. Et vous avez même parlé d'incarnation, si je comprends bien, au niveau de cette relation, cette nouvelle relation qu'a le spectateur face à l'image. Est-ce que c'est une aventure qui commence? Oui, on témoigne le début d'une toute nouvelle époque dans le cinéma où la représentation que le cinéma nous a offert pendant presque 120 ans disparaît, l'écran disparaît. Le cinéma nous a fait croire avec bien des ruses et plein de belles choses et belles inventions, le travelling, la caméra à la main, les rails. Il nous a fait croire que le cinéma peuvent contrôler l'espace, peuvent nous emmener dans le monde. Et le cinéma a inventé plein de choses. Déjà, Abel Gance a mis sa caméra à une longue corde, elle a traversé une salle, elle est volée. Mais tout ce que le cinéma a fait pendant tout ce temps, c'était de nous montrer cet espace finalement sur un écran comme l'étoile des peintres, un deux-dimensionnel. C'est-à-dire, l'espace, c'était toujours une fiction. L'espace, c'était une allusion, mais n'était vraiment pas là. Maintenant, il y a une grande porte à l'intérieur de l'écran et on a accès à l'espace. Ce qui change énormément. Ce qui change beaucoup plus qu'on veut croire voyant seulement les films blockbusters. Parce que dans les films blockbusters, l'espace est une attraction et rien que ça. Il n'y a pas une recherche d'espace, pour ainsi dire. Il n'y a pas une nécessité pour une histoire de se dérouler comme ça. Peut-être le seul chef-d'œuvre dans le 3D, c'est Avatar, le seul film qui avait une grande vision. Sinon, c'est une attraction. Et moi, quand j'ai vu les premiers films 3D, je me suis dit, oh là là, cette technologie, elle est là pour autre chose. Elle est là pour nous emmener ailleurs, pour prendre le public et l'amener ailleurs. Et pas nécessairement sur d'autres planètes, mais sur notre planète. Et ça, c'est une nouvelle relation avec la réalité. Ça, c'est vraiment le médium pour le documentaire de l'avenir. Parce qu'on peut emmener le public dans une autre manière, dans les vies et dans le travail de quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, une personne devant la caméra, c'est plus seulement une forme, ça a du volume. Il y a une présence qui est complètement différente à un gros plan dans le cinéma qu'on connaît. Le corps est là d'une autre manière. Il y a une aura. Mais cette forme d'illusion a toujours existé, même dans le roman. Je dirais que la plus belle 3D, c'est encore le roman, puisque le cerveau peut inventer une réalité. Il devient acteur d'une réalité. Ici, on est toujours dans le passif. Le spectateur est passif. Je vous contredis. Parce que le spectateur est actif d'une autre manière que jamais dans le cinéma. Pour l'image en 3 dimensions, ça n'existe même pas sur l'écran. Ça existe seulement dans la perception de chaque spectateur et il doit utiliser d'autres parties de son cerveau que dans une expérience cinéma avant. C'est-à-dire, et ça inclut aussi d'autres émotions. Votre cerveau est actif et ça peut même mener à des maux de tête si le 3D que vous regardez n'est pas physiologiquement correct. Parce que
tout ce que le 3D essaie de faire, c'est imiter ce que font nos deux yeux, gauche et droite, qui, là-bas, derrière, composent l'illusion de l'espace. Dès qu'on ferme un œil, on ne voit plus l'espace. Le cinéma en 3D essaie de simuler bien ce que font les deux yeux, sauf dans la plupart des films qui existent maintenant, ils se fichent de la physiologie. Ils le font pour tirer un maximum d'effets. C'est-à-dire on peut faire l'espace plus impressionnant, on peut faire que les choses volent vers vous pour avoir un choc dans vos sièges. Tout ça, c'est relativement désagréable parce que ça ne correspond pas à la physiologie de nos yeux. Donc cette façon d'appréhender l'espace à travers la 3D serait, selon vous, une clé de sésame qui nous permettrait, nous spectateurs, d'entrer dans une autre réalité qui est non plus une réalité une réalité qui est rêvée, mais une réalité qui est vécue au niveau de l'immersion. Hein? Oui, et je l'ai essayé dans un domaine où j'avais l'impression que l'affinité entre la réalité et la technologie était la plus grande. Et c'était le domaine de la danse. La danse, chaque danseur, avec chaque pas, avec chaque geste, il découvre l'espace. Avec chaque pas qu'il fait en avant, la danse, c'est une série complexe de gestes et de pas. Il fait une recherche de l'espace. Et j'avais l'impression qu'entre la danse et le 3D, il y a une sorte de symbiose, que l'un pourrait sortir le mieux dans l'autre. Pas seulement le 3D pourrait montrer la danse comme on l'a jamais vu, avec une immersion, comme vous dites, qu'on n'a jamais eu, mais aussi que la danse pourrait sortir le mieux de la 3D, que pour une fois, la technologie peut montrer que c'est vraiment un langage capable aussi de la poésie, et pas seulement de l'action, comme jusqu'à maintenant on nous a fait croire. Mais il y a une grande dualité. Le temps est toujours différé. Le temps de la danse, c'est le temps de la réalité. Le temps d'une action qui est vécue en symbiose entre danseur et le spectateur. Chez nous, on n'a pas manipulé ce temps. Cette notion d'espace-temps, justement, n'est plus... Chacun des danses se passe en temps réel. Puis, on coupe à quelque chose, et là, avec chaque coupe, on est dans un autre espace. Il y a, justement, avec le 3D, il faut avoir une autre idée de temps. On ne peut pas monter un film en 3D comme on monte n'importe quel film d'action. C'est un autre truc que les grands studios refusent de faire. Ils coupent leurs films en 3D même plus vite encore que ceux avant, ce qui fait que le 3D perd son intérêt. C'est vraiment strictement une attraction, une façon de gagner plus d'argent, et c'est pas utilisé comme langage, pas du tout. C'est ça. Donc la 3D finalement peut sortir du divertissement et de l'attraction et peut devenir une plus-value pour le cinéma d'aujourd'hui. Encore faut-il qu'il y ait une histoire derrière. Ça, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu l'histoire qui avait cette affinité avec la 3D, avec l'espace, comme la danse, ou comme je vois les films documentaires de l'avenir. J'ai pas encore vu le film qui m'a montré avec conviction que cette histoire avait besoin d'être vue en 3 dimensions. J'essaie de l'écrire moi-même et je suis sûr que plein d'auteurs dans le monde entier sont en train en ce moment de trouver le lien entre storytelling, entre le récit et ce nouveau langage. C'est pas évident parce que il se peut même qu'il faut raconter d'autres histoires, ou de toute façon qu'il faut le raconter d'une autre manière. Est-ce que dans ce monde de la vitesse tel que nous le vivons tous les jours, est-ce que la 3D ne serait pas un outil pour revisiter la mythologie, les mythes, les grands mythes?
Je pense au conte des Mille et une nuits, bien sûr, que Pasolini a traité en son temps, il a regretté d'avoir fait. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas là une fenêtre qui s'ouvre, justement, c'est une revisitation de ce chant qui est particulier à l'onirisme? Ah oui, certainement, ça peut même aider à trouver la clé pour qu'il faut ouvrir aussi dans les histoires, la même manière que la 3D a ouvert une porte dans l'écran. La clé dans les histoires, c'est aussi peut-être de retourner aux sources, de retourner aux mythes qui poussent toutes nos histoires au cinéma. C'est une douzaine de mythes, je ne sais pas, 10, 12, combien qui sont à la base de chaque récit, chaque scénario. Si vous deviez revisiter un mythe dans votre imaginaire, que choisiriez-vous comme en 3D? Imaginons Prométhée. Prométhée. Ouais. C'est la chute. Ou le vol. Ou le vol. Qui La est chute une. aussi. Vous croyez aux anges toujours? Oui, absolument. J'ai appris à y croire à travers le film qu'on a fait. J'y croyais pas au début, à la fin, oui. Vous y croyez de plus en plus. Je vous remercie. Merci.